Bonus. Trax. Le froid, la neige, le blizzard. Non, ce n'est pas le bulletin météo du jour, mais bien l'environnement dans lequel les prochaines batailles seront menées. Sur Hoth, l'Alliance rebelle a installé sa base secrète. Enfin, secrète, plus si secrète depuis que l'Empire l'a repérée. En orbite, des destroyers se rassemblent, et au sol, d'immenses marcheurs de combat s'apprêtent à déverser leurs troupes dans des tranchées gelées. Barricadés derrière leurs tourelles de défense et soutenus par leurs escadrons de snowspeeders, les rebelles se tiennent prêts à les recevoir. Bienvenue dans la bataille de Hoth. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à nouveau cette fois dans le Land Rider. J'espère que vous allez bien. Avant toute chose, excellente année 2026 à vous. Meilleurs vœux, meilleure santé, meilleur hobby, meilleur boulot, tout ce que vous voulez, je vous le souhaite. Et si vous avez écouté notre précédent épisode sur le bilan 2025, vous le saviez déjà, cette année dans le Land Rider, on allait faire une petite entorse à notre ligne édito. On allait passer à d'autres jeux. Alors, rassurez-vous, Warhammer sera toujours le point d'ancrage du podcast, mais cette année, en 2026, on va parler d'autres jeux, et donc je me suis dit, quoi de mieux pour l'indiquer que de commencer avec un jeu qui s'appelle donc la bataille de Hoth. Alors en l'occurrence, on aurait pu me dire pourquoi ce n'est pas sur Hoth Rider, le grand frère de Land Rider qui est consacré à Star Wars. Eh bien tout simplement parce que ça reste un wargame, un jeu de société en tout cas avec une grande dimension de wargame, et je me suis dit que ça avait plus de chances de vous intéresser vous, mes chers Landridos, que les fans de Star Wars. Par ailleurs, on sait depuis que le petit frère, le maître, a été dépassé par l'élève, si j'ose dire, eh ben fait plus d'audience. Alors voilà, moi je suis là pour faire un max de fric, vous le savez, donc c'est pour ça que j'ai choisi de parler de la bataille de Hoth sur Land Rider, mais rassurez-vous, bien sûr, tout ça sera également relayé sur Hoth Rider, histoire que les fans de Star Wars qui nous écoutent eh bien, prennent un petit peu de plaisir à découvrir ce jeu qu'il est bien, mais on va en parler tout de suite. Avant ça, je me devais de faire une petite dédicace à mon cher Arnaud, qui m'a fait découvrir eh bien, la bataille de Hoth lors de notre dernier Ghoulfest en novembre 2025. J'ai fait qu'une seule game, mais je suis tombé amoureux de ce jeu, et je me le suis pris, c'était un cadeau de Noël de mois à mois, et j'ai passé d'excellentes vacances de Noël. Mes vacances sans Arnaud auraient été beaucoup plus ternes, parce que j'ai complètement poncé ce jeu avec mes proches, mes frangins, ma chérie, et du coup je me suis dit que c'était l'occasion de vous en parler, de faire un débrief complet. Donc merci Arnaud pour la découverte, et si vous voulez le remercier de ma part et que vous êtes dans la région de Tours, je vous incite à suivre le compte Instagram filtre-coffee.tour, comme la ville de Tours. Et Coffee, n'oubliez pas, ça prend 2 F et ça prend 2 E. On révise l'anglais sur Land Rider. Filtre Coffee, c'est un coffee truck de l'ami Arnaud et de sa compagne Mina, qui étaient déjà passés d'ailleurs, tous les deux, dans le Land Rider. Et voilà, si vous êtes dans la région de Tours, que vous aimez le café, les bons cookies, etc., suivez cette page, vous allez être régalés. Et je sais que de toute façon, il y a pas mal de Tourangins, je crois, qui nous écoutent, et il y a une grosse communauté Warhammer là-bas, donc bisous à eux, et bisous à Phobos, parce que ça fait maintenant presque 10 minutes, ou non, peut-être pas 10 minutes, mais ça fait un moment que je parle, et je lui ai pas dit bonjour. Bonjour Phobos, bienvenue à bord du Land Rider. Ça fait longtemps que tu n'es pas venu, comment ça va ? Bonjour, ça va bien, merci. Merci de m'accueillir à nouveau. Bah écoute, on a beaucoup joué ensemble pendant les vacances de Noël à la bataille de Hoth, donc j'aurais pu inviter mes frangins, mais ils n'étaient pas dispo. Il me semble qu'on vit ensemble, donc c'est vachement plus pratique en fait de juste traverser la rue, comme disait l'autre, en tout cas changer de pièce, et discuter ensemble de la bataille de Hoth, que je vous présente rapidement. Donc comme on disait, c'est un jeu un peu jeu de société, un jeu de plateau. Je sais pas dans quelle mesure ces termes sont bien définis, ça peut paraître un peu vague. Pour ma part, je trouve qu'il y a une vraie dimension wargame, même si, on le verra, il y a des pions, c'est pas exactement des figues que vous assemblez, comme quand vous faites, par exemple, du Warhammer. En tout cas, c'est un jeu qui a été conçu par Richard Borg, qui est un game designer américain, donc je devrais dire Richard, et Adrien Martineau, par contre, qui lui est bien de chez nous, c'est le Game Line Manager de chez Days of Wonder. C'est peut-être une société que vous connaissez si vous jouez à beaucoup de jeux de société.
c'est notamment ceux qui font les aventuriers du rail, si je dis pas de bêtises. C'est une adaptation de Star Wars, on le disait tout à l'heure, plus spécifiquement de la célèbre bataille de Hoth, aperçue Phobos au début de... L'épisode 4 5 5, oui, effectivement, l'Empire contre-attaque, il y avait un piège. Mais effectivement, dans l'épisode 4, ils cherchent une base rebelle, et dans l'épisode 5, ils en goument une autre. Alors, côté système, c'est un héritier du système Command and Colors qui était apparu pour un jeu qui s'appelle Battle Cry, qui est un jeu de Richard Borg et qui était consacré à la guerre civile américaine. Ensuite, c'est un système qui a été popularisé par un jeu que vous connaissez certainement qui s'appelle Mémoire 44, qui là adapte le débarquement en Normandie, et c'était un jeu qui avait été commandé à l'occasion des 60 ans du débarquement, donc en 2004, et depuis il s'est vachement développé sur tous les différents fronts de la Seconde Guerre mondiale, mais cette fois on est en mode Galactic Battles, comme c'est dit sur la boîte, donc on est désormais dans le monde de Star Wars. Et j'imagine qu'on pourra découvrir d'autres franchises, ou en tout cas d'autres batailles dans cet univers-là, à travers ce système qui a été ajusté pour l'occasion. Qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte, ma chère Phobos ? Dis-moi tout. Alors, vous allez retrouver un plateau, effectivement, vu que c'est un jeu de plateau. Jusque-là, tout va bien. Qui fonctionne, qui représente la planète de Hoth et qui fonctionne avec des hexagones en guise de cases. Nous avons également des figurines pour les deux camps avec des unités différentes suivant si vous jouez donc l'Empire ou les rebelles. Par exemple, on a des jolis TBTT ou alors des Snow Speeder chez les rebelles. J'apprécie que tu dises TBTT et pas at comme c'est dans le livret, puisque c'est le terme anglais. Voilà. We are in France, we speak French, it's TBTT. Ok. On a également des cartes pour les deux camps qui permettent effectivement d'activer les unités et quelques cartes un petit peu plus spécifiques qui permettent de faire des actions un petit peu plus puissantes. Oui. Et bien sûr les livrets de règles et les scénarios, puisque vous pouvez jouer des petits scénarios, soit individuellement, soit sous forme de campagne. Et donc vous avez 2 campagnes différentes que vous pouvez faire. Oui, on en reparlera parce qu'on en a fait une ensemble. Oui, tout à fait. Maintenant que vous savez ce qu'il y a dans la boîte, il faut qu'on vous explique quand même comment tout ça se joue. Phobos vous l'a dit tout à l'heure, il y a un certain nombre de scénarios. Vous mettez en place ce scénario, en déplaçant des petits hexagones de décor. Donc c'est des espèces de petites tuiles en fait, qui peuvent représenter des crevasses, des tranchées, etc., etc. Et en plaçant également vos troupes sur le plateau. Ensuite, vous avez la lecture du scénario pour l'initiative. On va savoir si c'est les rebelles qui commencent, si c'est l'Empire qui commence, et les objectifs. Et ensuite, tout fonctionne sous forme de tirage de cartes et de lancer de dés. Lancer de dés, si vous jouez à Warhammer, vous connaissez bien. Tirage de cartes aussi, mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, dans la bataille de Hoth, comme en fait dans tout ce système Command and Colors, vous n'activez jamais toutes vos unités en même temps. Donc c'est un fonctionnement de tour sous forme de I go, you go. Donc moi par exemple, si je suis l'Empire et que la partie me dit de commencer, je vais jouer, puis Phobos va jouer les rebelles, mais je vais pas activer toutes mes unités puis toutes ces unités, je vais activer les unités qui sont listées sur la carte que je joue. En fonction des scénarios, on a généralement entre 3 et 5 cartes, et ces cartes, elles vous disent quelle unité activer. Parfois c'est une seule mais avec un très gros bonus, parfois c'est de multiples unités mais souvent soit avec un malus, soit avec des bonus un peu moins puissants, ou parfois c'est simplement juste une unité bien précise, c'est la carte reconnaissance qui a le plus dans le deck, qui vous permet en fait de piocher 2 autres cartes une fois que vous avez joué et de garder la meilleure, donc comme ça vous avez un petit peu un contrôle dans vos activations, parce que ce qui peut faire flipper par exemple les joueurs de Warhammer qui ont l'habitude d'activer toutes leurs unités à chaque tour, c'est de se dire mais attends, mais si j'ai besoin de mon TBTT et qu'il est sur le flanc droit et que j'ai que des cartes qui me disent d'activer 2 unités sur le flanc gauche, comment je fais ? Vous pouvez peut-être faire une reconnaissance, tirer 2 cartes ou tout simplement attendre de pouvoir débloquer ces cartes-là. Ce qui est assez intéressant, c'est que les cartes ne sont pas les mêmes pour les rebelles et pour l'Empire. Donc l'Empire, on est souvent plutôt dans la masse et une agression, on va dire, assez importante. Les rebelles, c'est plutôt les coups d'éclat et globalement, ça se représente aussi dans les unités. Les unités de Snow Trooper, donc de l'Empire, ont 4 points de vie. Les rebelles
rebelles en ont 3. Donc en fait, il y a un équilibre un peu des forces qui est fait de cette façon-là. Il y a beaucoup de masse et parfois un peu de violence pure, d'attrition du côté Empire. Et du côté rebelle, on a des unités qui sont plus fragiles, mais qui vont souvent être un peu plus élites, un peu plus, comment dirais-je, balèzes lorsqu'elles font feu. Par contre, je sais pas si c'est exactement du gameplay glass cannon, comme on dit. Ils sont pas tout à fait non plus en sucre, ces rebelles, mais c'est vrai qu'ils ont tendance à être plus fragiles, mais plus puissants de base. Notamment les snowspeeders qui sont très mobiles et qui tirent beaucoup. Donc on va ensuite jouer jusqu'à atteindre l'objectif. La plupart du temps, c'est éliminer des troupes ennemies. Ou alors c'est tenir un objectif, déplacer une unité, détruire les générateurs dans ces fameux scénarios, on va dire, typiques du film où la base Echo est attaquée et où l'Empire doit viser les générateurs de boucliers, donc que vous pouvez bien sûr recréer. Il y a 17 scénarios, je crois, de mémoire différents. Et quand vous faites une campagne, c'est 4 scénarios parmi ces 17 qui s'enchaînent de manière assez organique, assez naturelle. Donc voilà un petit peu comment ça se joue. Je trouve que ce système de cartes est assez sympa parce que ça donne des tours qui sont assez rapides mais quand même stratégiques parce que parfois vous allez avoir par exemple un mouvement qu'a l'Empire, c'est la tenaille, où vous pouvez utiliser 2 unités sur le flanc gauche et 2 unités sur le flanc droit. Donc il y a des vraies petites décisions stratégiques ou tactiques, selon l'échelle à laquelle on se place, qui sont très très intéressantes, mais on en reparlera, puisque je pense que vous voyez un petit peu plus clair sur comment tout ça joue. Il faut qu'on vous explique ce qu'on en pense. Et donc c'est là où je vais donner la parole à Phobos. J'ai un certain nombre de sujets à aborder, mais déjà, toi, Phobos, de ton point de vue peut-être justement un peu moins versé dans l'art du wargame, qu'est-ce que tu as pensé de la bataille de Hoth ? Alors moi, globalement, j'ai bien aimé. Honnêtement, bon, déjà, forcément, le thème me parle plus que du Warhammer, par exemple. Ah ouais. Donc voilà, étant fan de Star Wars, j'étais forcément un petit peu attirée. Et puis, je trouve que le design du jeu fait assez moderne. C'est vrai que pour les noobs, entre guillemets, du wargame... il y a quand même un petit côté, oui, bah, c'est le truc à papa, voire même à papy, quoi. Et là, les dessins sont assez modernes, l'artwork est sympa, les petits pions sont plutôt bien foutus, plutôt agréables à prendre en main. Et surtout, enfin, en plus sur les premiers scénarios qui sont conçus, je pense, pour justement apprendre le jeu et pour ceux qui débutent un peu, c'est assez facile à prendre en main dans le sens où il n'y a pas besoin de se taper 50 pages de règles, Oui. d'apprendre à l'avance toutes les stats de toutes les unités. Enfin voilà, c'est assez simple. Et alors peut-être que c'est frustrant pour vous qui avez l'habitude de bouger toutes vos unités, mais le fait que en fait on est limité par les cartes qu'on tire, et quand une carte nous dit bah vous pouvez bouger que 2 unités, bah au moins on sait qu'on se concentre uniquement sur deux unités et qu'on n'a pas besoin de réfléchir à l'avance sur comment on va bouger les 15 unités sur notre plateau, quoi. Ouais, complètement. Donc ça c'est assez agréable parce que la prise en main est vraiment très rapide. Enfin honnêtement, pour démarrer une partie, t'installes le plateau, tu poses les unités des 2 camps. C'est hyper intuitif, hyper simple avec le système d'hexagone. Enfin, il n'y a pas besoin de mesurer, par exemple, les choses. Oui. Et du coup, en 5 minutes, même pas, t'as setup ta partie et tu peux commencer à jouer, quoi. Ouais. Donc ça, c'est hyper plaisant. Et c'est en ça où ça se rapproche, je pense, un peu du jeu de société plus traditionnel. Parce que t'as pas besoin d'installer ta table de 1m80, de mettre tes décors, de mettre tes décors, de tout mesurer, voilà. de désigner ta zone de déploiement, etc. Ouais, donc ça c'est hyper appréciable. Et après, bah, effectivement, c'est vrai que si on connaît un petit peu les films et le lore Star Wars, ben, c'est hyper kiffant de pouvoir jouer les unités, de voir qu'il y a un lien entre le lore et la capacité des unités. Comme tu l'as dit, par exemple, les snowspeeders, ben oui, ils sont rapides, enfin, ils peuvent se déplacer beaucoup par rapport aux autres unités, et ils ont une puissance de feu qui est assez énorme. De la même manière, chez l'Empire, par exemple, les TBTT ont également une grosse puissance de feu et sont plus durs à détruire. Parce qu'il n'y a que certains symboles sur les dés, donc on lance des dés pour savoir les dégâts qu'on fait, et il n'y a que certains symboles très précis qui sont assez rares qui permettent de les détruire. Ouais, on ne l'a pas dit, mais en fait les dés que vous avez avec la boîte, c'est des dés propriétaires, donc c'est pas n'importe quel D6.
Sur ces faces-là, il y a des symboles, comme tu le disais, Phobos. Et chaque symbole correspond à un dégât qui est fait à tel ou tel type d'unité. De mémoire, il y a un symbole qui est une croix rouge, c'est un échec. Il y a 2 symboles avec une silhouette de soldats bleus, donc ça c'est pour blesser l'infanterie. Ensuite, vous avez un symbole d'explosion qui est jaune. Celui-là, en fait, il va blesser toutes les unités du jeu, si je dis pas de bêtises. Et ensuite, vous avez un symbole noir, c'est un rouage. Celui-là ne blesse que les véhicules. Et le dernier symbole, c'est un symbole violet. C'est une espèce de flèche qui indique la retraite. Et qui du coup ne vous inflige pas des pertes ou des points de vie, mais vous oblige à vous déplacer en arrière vers votre ligne de front, ou selon les scénarios, en tout cas vous éloigner de l'unité qui vous a tiré dessus. Donc ça aussi c'est assez intuitif dans le sens où il n'y a pas de comparaison à faire. Les stats sont toujours les mêmes, même quand vous avez par exemple des pertes dans vos escouades d'infanterie, vous n'avez par exemple plus qu'un seul point de vie, vous tirez toujours à 100%. Donc en fait ça vous permet d'apprendre beaucoup plus vite les règles, parce qu'il y a très peu de modificateurs en fait. Il y en a parfois avec les cartes, bien sûr les décors, mais globalement ça reste stable tout au long d'une partie. Et du coup surtout d'une partie à l'autre en fait. Donc c'est hyper facile d'apprendre, c'est un truc tout bête aussi mais tout fonctionne. Il y a des aides de jeu avec des pictos où il n'y a pas besoin de texte, donc du coup vous pouvez très facilement, enfin moi je l'ai remarqué, que ça soit les 2 petits frères ou Phobos, c'était très facile pour vous de vous repérer là-dessus, alors que je sais que si je vous initie à Warhammer 40 000, vous allez vous perdre dans le tableau statistique. Ah non mais attends, c'est quoi déjà le mouvement, le machin, le truc. Là en fait tout est, effectivement comme tu disais, il n'y a pas besoin de mesurer, il n'y a pas besoin de comparer non plus, donc en fait l'action est d'autant plus rapide et fluidifiée quoi. Et ça c'est, je trouve, plutôt cool. Il y avait d'autres trucs qui t'ont plu, ou j'enchaîne sur mes propres compliments envers ce jeu? Après, ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est rapide. En vrai, une partie, j'ai pas timé, mais je pense que... Ça se joue entre une demi-heure, moins d'une demi-heure, je pense, pour les premiers scénarios. Ouais, enfin, c'est rapide. Ça peut être même très rapide. Ouais, ça peut être très rapide. Et par contre, c'est vrai que plus tu montes en expérience, plus ça a tendance à être long quand même. Oui. Parce que souvent, en fait... Il y a plus d'unités. Ouais. Il y a plus d'unités, et il y a aussi moi j'ai trouvé, on en reparlera peut-être un petit peu après, mais j'ai trouvé qu'au départ tu joues un petit peu tes cartes de manière instinctive. Tu te dis, mon objectif est sur le flanc gauche, je vais jouer toutes mes cartes flanc gauche. Et donc tu vas vouloir un peu maxer l'objectif, t'y rendre très rapidement, combattre très rapidement, etc. Et généralement ça donne deux comment dirais-je, cas de figure à la clé. C'est soit tu réussis à atteindre ton objectif et la partie est gagnée rapidement, ou soit tu échoues et en fait après t'as épuisé toutes tes cartes côté gauche et c'est très difficile de passer du côté droit ou au centre pour revenir sur le côté gauche si t'as un objectif à prendre à cet endroit-là. Donc je trouve qu'au début du jeu tu joues de manière assez instinctive et assez presque, je dirais, précipitée. J'exagère un peu mais c'est pour que vous compreniez le principe. Et je trouve que plus t'avances dans le jeu et dans ta maîtrise du jeu, et plus t'as tendance à faire ce qu'on appelle du staging dans le wargame, c'est-à-dire mettre en place tes unités pour, dans quelques tours, faire l'attaque qui sera impossible à enrayer, ou le coup d'éclat qui va faire vraiment peser la balance de ton côté. Mais ce faisant, parfois tu prends des pertes, et du coup ton adversaire peut soit faire des remontadas ou commencer à te mettre la pression, et là tu peux te dire ah merde, ça fait 3-4 tours que je fais rien, je prends des pertes, certes j'ai placé mes unités autour de l'objectif mais j'y suis pas encore, si j'ai pas les bonnes cartes, emmerdant, tu vois. Mais du coup c'est vrai que les games, plus elles avancent, plus elles ont tendance à être jouées un peu de manière un peu plus stratégique, tu vois. Et après, comme tu dis, il y a plus d'unités, les objectifs sont plus durs à atteindre aussi. Oui, ce que j'allais dire, dans les premiers scénarios, l'objectif c'est juste faire des pertes chez l'ennemi, alors qu'après il y a des objectifs qu'ils appellent de mort subite, où en fait peu importe les pertes, par exemple l'Empire dans le scénario des générateurs, pour gagner il doit détruire les 2 générateurs de bouclier, il gagne pas en pertes. Par contre l'Alliance Rebelle gagne toujours en faisant des pertes, donc elle est avantagée de ce point de vue là. C'est ça qui est assez intéressant. Et il y a des scénarios aussi où il faut tenir une position pendant plusieurs tours pour gagner des points, et t'as même des scénarios où par exemple dans l'Empire c'est là où c'est marrant quand les liens que ça crée avec le lore, parce que je me rappelle d'un scénario où en fait l'Empire a soldats illimités. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les rebelles tuent une unité de l'Empire, elle revient sur le plateau. Et du coup du coup ça change un petit peu les tactiques qu'on va déployer suivant si on joue rebelle ou Empire. Et pour avoir joué des 2 côtés, du coup effectivement ça force un petit peu à
à repenser la manière dont on attaque, dont on se déploie, dont on va sacrifier ou non des unités. Les unités, ouais. Parce que notamment, je trouve que l'Empire, ils ont une unité qui est toute bête, mais qui est assez puissante, c'est les droïdes sondes, Oui, qui en fait ne rapportent pas de points quand on ils sont les détruits, tue, oui. mais ils sont très chiants à tuer. Et du coup... Unité un peu tampon pour faire chier, quoi. Ouais, voilà. Et donc, si t'en as une pour toi, il faut savoir la mettre à profit. Et si t'en as une contre toi, il faut savoir comment est-ce que tu vas l'arrêter et comment la prendre en compte. Ouais. Donc, c'est des subtilités qui apparaissent au fur et à mesure des scénarios, parce que le tout premier scénario, t'as vraiment que des soldats, je crois, à la limite. Mais je crois que le premier scénario, justement, t'as les droïdes sondes, et c'est l'un des scénarios où ils valent des points. Parce que c'est le début, c'est-à-dire que c'est vraiment le truc du film avec les droïdes sondes qui tombent, et si les rebelles arrivent à le détruire, ça vaut 2 points, donc ça vaut plus qu'une autre unité. Mais il y a peu de scénarios où ils valent des points, je crois qu'il y en a 2, et c'est le premier où ils doublent même leur coût en points, entre guillemets. Et c'est assez intéressant, il y a quand même un peu de diversité dans les scénarios, alors que ce soit sur la manière dont la map est arrangée, parce que, voilà, on l'a dit... Parfois, on peut rajouter des crêtes, des crevasses, des débris, des tranchées, des séracs, des tourelles. Des tourelles, oui, ça c'est une unité des rebelles, ouais. Ouais, et du coup, il y a des scénarios, c'est de la perte pure, il y a des scénarios capture the flag, et il y a aussi des scénarios où, par exemple, il faut que les rebelles peuvent gagner des points en s'échappant de la map, via un endroit précis de la map. Donc, c'est vraiment... c'est ça je trouve, qui est stimulant quand on n'est pas forcément fan de Wargame, mais qu'on est fan de l'univers, c'est de revivre en fait des moments du film, et vraiment, je trouve qu'on se prend au jeu. En plus, là, nous, on a poussé l'immersion parce qu'on s'est mis de la musique, des films et tout en fond sonore pour être vraiment dans l'ambiance, dans le mood, et du coup c'est rigolo quand il y a une envolée de la musique qui correspond avec un tir de barrage parfaitement réussi et que t'as réussi à capturer tel truc ou à détruire telle unité, et ouais, c'est le côté immersif est assez bien fait. Et en plus, il y a aussi un type de carte dont on n'a pas trop parlé, mais qui sont des cartes leaders, qui sont des cartes qui vous permettent de faire certaines actions un petit peu plus puissantes que la norme, et qui en fait sont représentés par des personnages de la saga. Donc voilà, par exemple, vous avez des cartes de Princesse Leia, où c'est les ordres de la princesse, qui vous permettent d'activer plusieurs unités avec plusieurs dés, des dés supplémentaires, etc. Et ça renforce le côté immersif du jeu, qui n'est pas seulement un décalque un peu bête et méchant sur un jeu Seconde Guerre mondiale, mais voilà, il y a quand même un petit peu de... il y a des connexions, des coups d'éclat, qui sont faits, il y a ce côté héroïque, effectivement, qui revient avec les cartes. Mais oui, je reviens sur un truc que tu disais, parce que tu disais on se prend au jeu et ça permet d'avoir plusieurs types de scénarios et des trucs finalement assez frais ou assez innovants. Moi, j'ai trouvé que c'est ça qui était presque peut-être le plus bluffant dans le jeu, c'est que j'y avais joué, je trouvais que le système était super sympa, donc j'avais envie de jouer au système, mais je m'attendais pas de retrouver... alors il y a quand même 17 scénarios, encore une fois, donc il y a de quoi faire, il y a de quoi manger, mais je m'attendais pas à retrouver justement tout ce qui me manque aujourd'hui un peu à Warhammer 40 000, ou en tout cas tout ce que j'aime dans Warhammer 40 000, mais qu'on n'a pas forcément dans le côté soit compétitif, soit jeu égal, à savoir on va essayer de lisser justement les différences, et les objectifs asymétriques, c'est assez rare en fait. Là, au final, c'est que de l'objectif asymétrique en fait. Donc on joue des parties qui non seulement sont tirées des films, mais en fait explorent toutes les différentes étapes de la bataille, y compris parfois des étapes qu'on pourrait juger un peu alternatives à l'histoire réelle de Star Wars, des trucs qu'on ne voit pas. Donc je pense par exemple à un scénario où la base Echo a été prise, mais où il y a les forces spéciales rebelles qui en fait vont sacrifier pour que les transports décollent et vont s'interposer entre plusieurs vagues de troupes impériales. Donc ça, c'est des trucs que tu vois pas forcément dans le film, qui font un peu aussi très Rogue One et tout. Je trouvais que c'était vachement bien, mais que du coup c'était vraiment là où c'était bien designé, c'était que non seulement ça permettait c'était très immersif par rapport à l'univers, mais c'était aussi très instructif pour ceux qui ne connaissent pas le Wargame, et très plaisant pour ceux qui le connaissent déjà, d'avoir des scénarios très variés, type comme tu disais, tenir une colline ou prendre une colline, récupérer un officier rebelle et l'évacuer.
tu peux le faire monter dans un snowspeeder, etc. Bien sûr, la défense des générateurs, retarder l'adversaire, lui infliger le plus de pertes. Enfin, honnêtement, dans les 17 scénarios, il y en a certains qui m'ont pas marqué, mais je dirais qu'il y a au moins 50% de... Enfin, je crois qu'on les a quasiment tous fait au final, mais je crois qu'il me doit m'en manquer 3 ou 4. Mais la plupart sont vraiment cool. Il y en a un que j'aime beaucoup, c'est la colline Alpha, où il faut tenir la colline Alpha pour l'Empire, et elle est surblindée de rebelles, il y a des tourelles dessus, c'est dans un débris, donc c'est plus difficile à toucher. Il y a vraiment un petit côté prendre la tranchée façon Première Guerre mondiale, où vous pouvez faire plusieurs assauts, mais vous cassez les dents dessus. Je trouvais que c'était vachement bien d'avoir cette diversité-là, pour donner aux gens le goût du wargame, où en fait tu peux te dire « Ah, mais en fait c'est un peu comme un jeu de société, sauf qu'à chaque fois ça raconte un petit scénar, une petite histoire, tu vois. » Et ça, j'ai trouvé qu'ils arrivaient super bien à le capter, alors que ça s'appelle la bataille de Hoth. Donc en vrai, c'est une bataille. Mais dans chacune de ces batailles, il y a des mini-batailles qui ont tous des petits, un peu leur propre personnalité. Et je trouve que c'est ça qu'ils ont vraiment bien réussi à mettre en scène, pour ainsi dire, dans le jeu. Et si, comme moi, c'est des choses qui vous manquent à des wargames plus complexes, c'est assez cool de pouvoir se dire qu'on a les mêmes sensations, mais sur un truc qui prend, comme tu disais, 5 minutes à installer et qui peut tenir sur une table de nuit, quoi. Enfin, le plateau est très, très petit, quoi. Donc je trouve que c'est vachement cool de ce point de vue-là. Et je dirais même, si ça vous manque justement ce truc d'asymétrie, c'est pas du tout un jeu qui me semble être fait pour être... même si je trouve que il y a un avantage, j'ai l'impression, pour les rebelles, après avoir joué beaucoup de parties, j'ai l'impression que je gagne plus souvent en rebelle, mais c'est aussi parce que les rebelles sont plus souvent les défenseurs et que souvent dans les wargames c'est plus facile de défendre que d'attaquer. Mais au-delà de ça, c'est un jeu où généralement si vous faites une soirée entre potes, contrairement à une game qui va vous prendre 4 heures, vous allez faire un ou deux scénars, mais généralement vous allez changer de faction. Vous allez faire le scénar, je sais pas, 12, et Phobos va jouer rebelle et moi empire, puis on va échanger, puis après on va faire le scénar 13, et puis on va de nouveau échanger dans les camps. Ça permet comment dirais-je, d'avoir une expérience qui est sans cesse un peu renouvelée. Et comme tu disais, après il y a aussi les cartes de héros qui sont optionnelles, mais on peut choisir entre 3 héros par camp qui vont amener un peu de... C'est un peu comme des espèces de jokers dans un paquet de cartes classiques en fait. Quand on les tire, on se dit ah ouais putain j'ai ce truc là. Et c'est pas du deck building puisque vous choisissez que ces 3 cartes là, après c'est du hasard. Et surtout vous savez jamais un peu quand elles tombent. Et si vous les avez au début, bah parfois c'est bien et parfois c'est un peu chiant parce qu'en fait par exemple les bonus peuvent s'activer quand vous êtes au corps à corps et souvent si vous commencez la game et que vous avez cette carte là vous allez devoir la mettre de côté parce que vous n'êtes pas encore très très proche de l'ennemi. Donc je trouvais qu'il y avait une richesse en fait dans les scénarios qui ont vraiment réussi à capter l'aspect Star Wars mais aussi tout ce qui fait le sel du wargame et c'est ça que j'ai trouvé vachement cool moi de mon regard justement plus wargamer de vous initier à ça et de vous dire ah ouais mais en fait il kiffe ce truc là c'est la façon de le présenter parfois qui devrait changer à Warhammer ou enfin en tout cas ça me donne beaucoup des idées sur comment on pourrait adapter un 40 000 ou que sais-je dans des scénars pour que ça soit plus fluide, plus simple à mettre en place, etc. Et à prendre en main aussi parce que je pense que c'est la grande qualité du jeu, c'est à première vue d'être hyper simpliste et en fait au fur et à mesure, on découvre une profondeur stratégique et tactique que j'ai trouvé assez insoupçonnée. Mais ça, je sais pas si tu as le même ressenti, parce que pour toi, c'est peut-être juste, entre guillemets, un jeu de société avec plusieurs facettes qui sont intéressantes, mais tu perçois peut-être pas autant le truc de cette manière. Oui, enfin, c'est vrai que tu vois un peu au fur et à mesure des games que tu peux avoir des tactiques un petit peu différentes. Après, il y a... je sais pas si c'est une question de mon niveau à moi, mais il y a quand même pas mal de hasard dans les dés, dans l'ordre dans lequel tu tires les cartes qui te permettent d'activer telle ou telle unité. Et c'est vrai que ça m'est arrivé de faire des games où, moi j'avais beaucoup de chance avec mes lancers de dés, je touchais beaucoup, et en face, ça touchait jamais. Mm-hmm. Bon, en face, il a beau être super fort en tactique, je vais quand même lui rouler dessus, quoi. Disons qu'on n'est pas dans, effectivement, de ce niveau de granularité que vous avez aujourd'hui, par exemple, sur un Warhammer 40 000, et où, même s'il y a des jetés, même si vous tirez des cartes d'objectifs et que vous jetez des dés, vous avez plein de manières de nullifier un peu ça, ou en tout cas de rendre ça un peu plus contrôlé. Là, dans ce jeu, la bataille de Hoth, c'est quand même un peu plus compliqué, il y a très peu de relances de dés, il y a 2-3 trucs qui donnent quand même des relances, certaines unités en fait peuvent avoir des petits tokens qui sont placés à côté d'elles, qui vont les transformer en éclaireurs par exemple, qui permet de relancer les dés, si elles sont équipées de mitrailleuses, l'Empire ils relancent aussi leurs dés, donc il y a des petits trucs quand même comme ça, mais globalement c'est vrai que vous n'avez pas, c'est pas comme si vous pouviez vous planter et quand même réussir à
à faire quelque chose d'à peu près ok, quoi. Enfin, moi, ça m'est arrivé, par exemple, cette fameuse campagne qu'on a faite, où je me suis dit, bon, il faut que je détruise les générateurs, mais les générateurs sont protégés par des tourelles qui sont des unités très agressives, notamment à bout portant, elles font très très mal. Donc, pendant 3 tours, j'ai activé tous mes TBTT avec les cartes super fortes, et j'ai rebondi sur les tourelles, donc à la fin, j'avais perdu beaucoup de temps. Mais c'est vrai que je dirais pas que c'est ton niveau, parce que je pense que c'est aussi un truc que le jeu compétitif, pas forcément juste le wargame compétitif, mais les jeux, même les jeux vidéo ou même les jeux de société, il y en a de plus en plus qui sont censés être équilibrés, etc. Tu vois. Et du coup, ça crée cette impression chez les gens que faut pas qu'il y ait de hasard, etc. Et certes, un bon joueur va pas réussir à totalement nullifier le hasard, mais je pense, tu vois, notamment dans ce que je disais tout à l'heure avec cette idée de staging, en fait, si tu gardes tes cartes les plus puissantes un peu pour la fin, ça veut dire que tu acceptes de prendre des pertes et de te mettre en place le mieux possible avant de lancer ton attaque et de faire une sorte de all-in, en fait, et d'accomplir ton objectif. Ça, c'est une manière souvent d'être meilleur au jeu et de nullifier un petit peu le côté « Ah merde, j'ai pas les cartes qu'il faut, etc. » Bah, tu mets les cartes qu'il faut de côté, et en attendant, tu joues des trucs, tu prends un petit point par-ci, un petit point par-là, t'essayes d'esquiver de prendre des pertes. Mais c'est vrai que c'est un jeu qui t'incite souvent quand même à être dans le roleplay. Quand t'es l'Empire, t'as envie d'avancer très très fort. Quand t'es les rebelles, t'as envie de camper sur tes positions. Mais ça marche bien, en fait, que tu joues de manière très rapide. Et je crois que c'est aussi une des grosses qualités du jeu, c'est que ça joue très vite. En fait, c'est un you go, I go, ou I go, you go, je sais jamais dans quel sens on dit, mais en fait on le sent pas comme ça parce que vous n'activez qu'une partie de vos unités. Si on devait activer toutes nos unités, ce serait beaucoup plus long. Les tours sont assez rapides. Ultra rapide. Enfin, du coup, on s'ennuie pas, sachant que moi, je pense que je peux m'ennuyer très facilement dans les jeux de société. D'accord. Ça me fait très vite chier. Donc grosse qualité. Donc grosse qualité, honnêtement, je me suis pas ennuyée, et oui, je veux pas non plus donner l'impression que c'est n'importe quoi. juste du gamble et du jet de dés. Très clairement, il y a de la stratégie, et plus d'une fois, Thibaut m'a gentiment dit ah bah attends, parce que ton unité, si tu la mets ici, tu bouches tes lignes de vue, donc tu pourras pas tirer, alors que si tu la mets juste sur la case à côté, c'est plus intéressant. Et il y a quand même de la tactique et de la réflexion, hein. Oui. Faut pas, voilà. Et Mais et après, pas mal c'est pour... ça aussi qui est un peu grisant, entre guillemets, c'est que vu que c'est quand même assez rapide, que le plateau il est petit, en fait on peut vite tenter des choses et se dire ok, ben par exemple là je tente une attaque éclair hyper agressive et ça passe ou ça casse, et même si on perd, en fait on s'amuse quand même. Ouais. Enfin, pour le coup, vu qu'à chaque tour tu peux quand même jouer, enfin je veux dire, c'est pas du tout un jeu où tu peux te retrouver totalement bloqué, ouais. où tu peux plus rien faire, entre guillemets. Tu peux toujours attaquer, tu peux toujours déplacer, enfin genre t'as toujours un truc à faire, quoi. Mhm. Donc et même si tu perds, et ben du coup c'est un peu toujours tu peux toujours te raconter une histoire, tu peux toujours continuer l'histoire en mode bon ben c'est pas grave, les rebelles on est en train de perdre, mais on va essayer de buter le maximum de soldats de l'Empire dans notre retraite, et voilà, ça va se terminer en sacrifice héroïque. Sacrifice héroïque, exactement. Ouais, non, mais ça fonctionne plutôt bien. Même les scénars, en fait, quand tu les enchaînes, si tu les enchaînes les uns derrière les autres, des fois, t'auras beau dire, l'Empire a perdu, parce que c'est, je trouve, quand même assez difficile de gagner avec l'Empire. Tu sais qu'ils fondent quand même sur la base. Tu vois, dans le, comment dirais-je, dans le fantasme, dans la grande idée, tu vois, que t'as derrière ce jeu. Si tu te raccroches au film, tu sais que la base éco, elle va être prise à un moment ou un autre. Donc en fait, même quand tu défais l'Empire, tu sais qu'ils ont tellement de ressources que toi, tu fais que le retarder. Donc même quand tu gagnes à la suite avec les rebelles, t'as pas forcément l'impression que tu vas renverser, entre guillemets, le cours de la bataille. Ce qui, d'ailleurs, peut-être est une critique qu'on pourrait adresser au jeu. Adresser, c'est un anglicisme, mais qu'on pourrait formuler, merci, au jeu, c'est que du coup on n'a pas forcément l'impression, sauf peut-être quand on fait la campagne, mais du coup pareil, les campagnes sont assez rapides parce que 4 scénarios, comme on vous le disait, en fait c'est à peu près enfin voilà, si vous avez 3-4 heures devant vous, vous pouvez faire une des campagnes, quoi. C'est pas du tout impossible, et vous pouvez faire ça à la place de votre game de Warhammer 40 000 hebdomadaire ou mensuel ou que sais-je, et vous verrez que c'est plutôt cool. Mais ce qui est bien,
c'est que vous pouvez quand même initier les gens à beaucoup de choses. Dans ce que tu dis, Phobos, il y a l'idée de, tu vois, l'éthique de Wargamer, de dire attention, bah là tu vas te piéger, machin, tu vois, donc comment tu te places avec les gens. T'as quand même beaucoup de trucs, de manœuvres et d'opportunités stratégiques avec les cartes ou tactiques, avec les unités qui ont des petits bonus de temps en temps, etc. Ou qui vont avoir le petit token, parce que plus tu montes dans les scénarios, plus tes unités sont définies dans leur rôle, etc. Donc je trouve que tu apprends quand même beaucoup de choses dans un jeu qui voilà, tient dans une boîte pas très très grande et qui vaut une cinquantaine d'euros. Je l'aurais pas dit, tu vois, je trouvais que c'était frais, mais je me suis dit, bon, on va vite s'en lasser, et je pense qu'il y a quand même un côté répétitif qui est pas négligeable. Mais de par le nombre de scénarios et le fait que c'est une autre approche du wargame où en fait on va, comment dirais-je, retourner le plateau, on va passer dans le camp ennemi, on va rejouer un scénario, un autre, on va revenir un peu à l'envers. Moi j'ai initié plein de gens là pendant les vacances. C'était rigolo de reprendre les premiers scénarios avec beaucoup plus d'expérience et de se dire ah ouais tiens j'avais pas capté que dans la façon dont ils ont placé la map c'est fait pour être joué un peu comme ci comme ça, donc je trouve que c'est d'une richesse assez insoupçonnée quand même. Enfin moi je m'attendais à ce que ça soit beaucoup plus chiant en fait sur la durée, même si j'avoue que t'as pas cette espèce de fantasme que tu pourrais avoir que les rebelles tu vois réussissent à repousser l'assaut. Peut-être que d'ailleurs dans la deuxième campagne, puisqu'on a fait que la première, il y a ce truc-là, mais je sais pas. Ils ont pas été, disons, dans le côté histoire alternative de Star Wars, quoi. Ils auraient pu, ou peut-être que dans une future extension ou une autre bataille de Star Wars, tu pourrais peut-être être un peu plus, comment dirais-je, aller un peu plus de ce point de vue, quoi, et de donner aux gens une expérience qui est vraiment personnalisable. Parce que là, même si tu gagnes 4 fois de suite en rebelle, ce qui a été mon cas le premier jour de l'an, bah du coup, t'as pas l'impression que t'as gagné que la base éco est sauvée. En fait, tu te fais quand même massacrer, puisque chaque nouveau scénario est plus difficile, tu vois, et t'es toujours un peu... si le flavor text des différents scénarios, d'ailleurs, est plutôt bien écrit, il te met bien dans l'ambiance, etc., mais c'est toujours en mode, bon, bah, vous avez vendu chèrement votre peau, mais maintenant, ça va être compliqué, quoi, tu vois. Donc ça, peut-être à garder en tête. Après, je trouve que pour, encore une fois, une cinquantaine d'euros, c'est plutôt honnête le temps que tu peux passer dessus. Nous, on n'a pas encore fait le tour et on a joué avec beaucoup de gens et on a fait pas mal de scénarios. Et les campagnes, d'ailleurs, t'avais apprécié ça? T'avais trouvé ça sympa? Elle donne des petits bonus entre les missions, vous lisez des petits flavor text là aussi, donc vous recevez vos ordres de Vador ou de l'Alliance Rebelle, je sais pas qui te parlait, toi, c'était peut-être Leia. C'était pas, j'avais pas de... Il n'y avait pas spécialement, ok. Ouais, j'avais pas de leader défini, mais effectivement, tu gagnes des unités des en plus. bonus, Ouais. que ce soit des unités ou des cartes d'activation, justement des cartes de héros, genre... à un moment, j'avais tué 2 TBTT et du coup, j'avais gagné les cartes de Han Solo. D'accord, ouais. Et il y a aussi des cartes en plus, des cartes standards et des cartes de héros qui sont des... Je sais plus comment ils les appellent, mais c'est une carte que tu joues même en plus de tes activations, mais qui ne se joue qu'une fois, par contre, dans toute la campagne. Et ça aussi, on le gagne sous la campagne, sous la forme de petits bonus. Même quand vous perdez, d'ailleurs, c'est peut-être aussi des fois pour rééquilibrer dans des boucles de feedback positifs, négatifs. Mais oui, j'ai trouvé ça sympa, moi, tu vois, de passer l'après-midi là-dessus, de voir un petit peu comment ça a évolué. J'étais content d'avoir mon unité de droïde sonde pour essayer de détruire les générateurs. Mais tu vois, c'est con, mais j'avais réussi à en détruire un. J'ai joué scénario sans la campagne contre Robin. Et par exemple, lui, il a jamais réussi à détruire les générateurs, même pas un seul, tu vois. Donc moi, même une unité avait pu faire la différence. C'est ça qui est assez intéressant dans la campagne. Peut-être qu'aussi, vu que c'est des scénarios asymétriques, la campagne se prête encore mieux au style de jeu qu'est la bataille de Hoth. Parce que du coup, vu que souvent vous êtes désavantagé en attaquant, bah, si vous avez eu des bonus parce que vous avez gagné la partie d'avant, ou que vous avez tellement perdu que vous récupérez aussi des bonus, ça peut vous aider à mieux jouer vos scénarios, et ça peut être une manière, encore une fois, de les rejouer sous une autre forme aussi, ce qui est cool d'un point de vue rejouabilité. Ouais, c'est clair. Non, franchement, j'avais bien aimé. Après, oui, du coup, la campagne, ça nous a pris... une bonne après-midi, quoi. La journée, ouais, on a fait 2 games le matin, 2 l'après-midi. Oui, bon, je pense que si on avait tout maxé au même tout endroit, maxé, oui, ça aurait fait une après-midi, quoi. Vous avez quand même une bonne après-midi devant vous. On a fait une pause déj entre les deux. Exactement, mais en fait... On commençait à avoir des hexagones partout. Mais ça va, on s'est pas lassé, en fait, d'en jouer plusieurs d'affilée. Il y a quand même un petit côté... c'est vrai qu'il peut y avoir un petit côté un peu addictif, quoi. Enfin, ouais, comme tu dis, parce ça que joue la mécanique vite. est tellement fluide que du coup... c'est tight. Ouais, voilà, il y a pas trop de gras, et ça marche bien,
Il y a assez peu de moments où on s'est posé des questions sur des Les points de règle. Ouais, c'est vrai. Tu fais bien de le rappeler. Donc c'est que c'est plutôt clair, Ouais. globalement. Non, vraiment, le système, il est super... voilà, là, pour le coup, je fais un anglicisme, mais c'est vraiment très tight, quoi. Il y a peu de doutes. Le seul truc qui est un peu chiant au début, c'est les lignes de vue, surtout si vous n'avez pas l'habitude des jeux en hexagone, mais vous prenez très vite le pli. Et il y a pas... il y a très peu de... En fait, globalement, il y a assez peu de mécaniques, ou alors elles sont tellement divisées entre les cartes et les unités, etc., qu'il n'y a pas de... Enfin, ça se superpose pas à un niveau où ça devient compliqué, en fait. C'est vraiment, ok, j'active cette unité et elle a ce bonus. Enfin, tu vois, les étapes sont respectées, on grille pas les trucs. Il n'y a pas besoin de relire la carte, puis de relire les stats des unités 1000 fois, quoi. Donc, puis après, tu joues globalement toujours avec les mêmes unités, donc tu apprends très vite aussi quel dé les blesse, combien de dés il lance, etc. Donc, c'est vrai que c'est vraiment, de ce point de vue-là, c'est le jeu, tu peux l'apprendre très très vite, quoi. Et pourtant, j'imagine qu'il sera vite, comment dirais-je, comment on dit en termes marketing, scalable, on pourrait l'étendre vers de nouvelles mécaniques assez facilement en fait, parce que il y a un truc qui moi m'a manqué dans le jeu, c'est que les TBTT dans le lore ils transportent des troupes. Et il n'y a pas de mécanique de transport par exemple dans le jeu. Donc, alors qu'il y a des cartes qui s'appellent assaut mécanisé ou des choses comme ça, et du coup j'aurais bien vu ce genre de truc, mais c'est rigolo là aussi, toujours moi dans mon approche d'essayer de jouer à d'autres jeux et aussi de personnaliser les jeux que j'aime bien, je me suis tout de suite dit, on en parlait avec mon frère Rémi, en disant ah ouais, peut-être que rajouter une mécanique de transport sous forme de carte ou sous forme de capacité de l'unité, tu vois, quitte à réduire le tir ou ce genre de choses, ça aurait pu être intéressant par certains aspects. C'est un truc qu'on voit pas dans le film, mais on sait que dans le lore, voilà, il y a une petite compagnie de snow troopers à l'intérieur du TBTT qui pourrait débarquer avec des filins, tu vois, et nettoyer les tranchées, capturer les générateurs ou que sais-je. Et peut-être ça avantagerait un peu plus l'Empire. Je suis même pas sûr que ça soit si game breaker que ça, tu vois, d'introduire ce genre de truc. Non, mais puis encore une fois... vu qu'en plus la carte est modulable justement avec ce système de petites tuiles que tu rajoutes, tu peux imaginer des nouveaux décors avec des nouvelles fonctionnalités. Tu peux imaginer, je sais pas, genre par exemple des cartes champ de mine ou des trucs comme ça. En fait, qui existent à Mémoire 44 d'ailleurs. Bah, voilà. Donc je pense que ceux qui connaissent aussi le jeu pourraient s'inspirer de ça. Après, avec l'univers Star Wars, il y a un potentiel infini pour faire d'autres choses que la bataille de Hoth. Mais déjà, rajouter des unités ou même rajouter des mécaniques. Rajouter des héros. Enfin, tu des vois, genre, héros, on oui, peut sous forme de facilement cartes. imaginer Wedge. une petite unité, c'est Luke sur un Tauntaun versus Vador sur un Snowspeeder. Alors tu vois, alors tu vois, je me suis posé la question de ça justement, parce que je me suis dit, est-ce que je rajouterais les héros, parce que pour l'instant les héros existent sous forme de cartes, donc ils influencent la bataille, mais tu peux jamais changer le cours de l'histoire, parce que tu peux jamais les cibler, tu vois. Alors que tu mets Luke sur un Tauntaun ou dans son Snowspeeder, potentiellement c'est un peu chaud, quoi. Tu vois, tu te dis bon bah Luke il est mort, quoi. Bon après c'est comme quand tu joues à Warhammer 40 000 avec des héros qui existent dans le lore. S'ils meurent dans ta bataille, c'est hors canon, ou c'est pas très grave. Ça pourrait être sympa, mais je sais pas trop si c'est tu vois. Je me suis dit ça pourrait être très cool, et je me suis dit attention au Hero Hammer comme on appelle ça, et au côté bah du coup t'as une unité surpuissante qui fait tout, alors que là t'es pas du tout dans cet esprit-là dans le jeu. Justement les cartes c'est vraiment le truc qui s'en approche le plus, mais du coup c'est particulier parce que le moment où tu claques par exemple les cartes de Luke ou qui vont booster les speeders de fou, bah tu te dis ok là c'est Luke qui mène l'assaut, tu t'imagines qu'un de ces speeders c'est Luke, mais il n'y a pas tu vois si c'était Luke, Vador voudrait le récupérer ou l'Empire voudrait le tuer, enfin tu vois il y aurait tout de suite un truc un peu différent. Après ça pourrait être des scénarios bien précis où tu joues avec des héros, tu vois, pour recréer des trucs. Mais après, moi je suis chaud pour ajouter des Tauntaun, des motojets, des TRTT, donc les marcheurs bipèdes. Enfin, il y a plein de trucs que tu pourras ajouter juste en restant sur la bataille de Hoth. J'avais vu une image du créateur Richard Borg là, qui avait des tourelles, mais pas les tourelles qui sont dans le jeu, des tourelles paraboliques qui existent aussi dans le film. Donc je me demande si c'est pas une deuxième unité ou si ils avaient testé celle-là, puis au final ils en ont mis qu'un. Il y a un trou en fait dans l'espèce de petit réceptacle en plastique qui contient les tokens, les figurines de l'Alliance Rebelle, donc on a l'impression qu'ils ont enlevé un truc ou qu'ils ont gardé une place pour ajouter de futures extensions. Pour Mémoire 44 c'est comme ça que ça fonctionne, hein. Au départ ils ont changé de bataille, donc ils ont fait Front de l'Est, Pacifique, puis après ils ont commencé à faire des plateaux réversibles avec entre guillemets l'opportunité de jouer une campagne plus en mode qui va sur différents fronts, et il y avait des petits blisters avec des unités en plus, des chars tigres ou que sais-je, quoi.
Donc en fait, avec Star Wars, tu peux aller très très loin, tu vois. Donc on a commencé à y réfléchir, on s'est dit, la suite logique chronologiquement, ce serait de faire la bataille d'Endor avec toujours les mêmes unités pour l'Empire, peut-être les TRTT, les motojets, les Scout Troopers en plus, et puis les Ewoks et l'Alliance et les commandos rebelles de l'autre. Après, le vrai truc, je pense, à faire, parce qu'on pourrait aussi ensuite se dire, oui, épisode 1, Gungan et Naboo contre la Fédération du Commerce et les droïdes. L'épisode 2, ça peut être l'arrivée des clones sur Geonosis. En fait, il y a tellement de batailles dans la prélogie qui sont emblématiques. Je pense qu'ils ont pris la bataille emblématique de la trilogie, mais il y en a beaucoup plus dans la prélogie. Et en plus, si tu vas au-delà des films, tu peux te dire, tu peux faire une extension Clone Wars avec je sais pas combien de tapis réversibles en néoprène où tu mets toutes les unités. Parce que là, pour le coup, les unités de droïdes, les unités de clones, il y en a des dizaines et des dizaines, quoi. Je pense que le truc est un peu... D'ailleurs, c'était dans les reviews que j'ai lus, un peu des gens spécialistes de ce genre de jeu, de wargame ou jeu de société, ils disaient c'est sympa, mais ils trouvent ça répétitif, et surtout ils se disent ce qui va être répétitif, c'est qu'on va se taper ça pendant des années, tu vois, parce que potentiellement tu peux aller très très loin. Mais je me dis, avec un système justement tight comme ça, que ça soit fait par l'éditeur ou par nous-mêmes, parce que honnêtement, les figues, vous pouvez aussi trouver des modèles 3D, vous en imprimer. L'avantage, c'est que c'est un système qui est facile à prendre en main, donc aussi facile à copier. C'est très simple de se dire, bah tiens, mes clones, ils tirent à 2 dés, et ils ont cette règle-là spéciale. L'infanterie, globalement, fonctionne à peu près pareil. T'imagines très bien les droïdes être mauvais au tir, mais être super nombreux, mais par exemple, ne pas rapporter de points, parce que les droïdes, on peut les envoyer à la casse, et ça pose pas de problème. Donc il y a des gameplays asymétriques, plus profonds, qui pourraient être... Encore une fois, c'est assez insoupçonné, mais il y a un moment, je me suis commencé à imaginer pas mal d'unités, je me suis dit, ah ouais, mais c'est super rigolo d'imaginer... Rémi disait par exemple les droïdes de K qui ont un bouclier, t'as 2 droïdes de K, mais ils ont toujours un token avec bouclier activé, et en fait du coup ils ont toujours un point de vie tampon que tu peux sacrifier, donc tu peux sacrifier ton token, puis il revient au tour suivant, tu vois, si t'as pas des trucs. Du coup c'est une unité avec 2 PV, mais un PV tampon qui revient tout le temps. Enfin, tu vois, c'est encore... Et il a pas changé les règles, et ça fonctionne, tu vois. Je trouve qu'il y a plein de bonnes idées comme ça. Et pareil pour les transports, la canonnière clone et tout. Voilà, souvent les assauts de clones, c'est à base de gros transports et tout. Donc je pense que la mécanique transport, elle arrivera à un moment ou à un autre. Je crois que dans Mémoire 44, je suis pas un spécialiste, vous me corrigerez si vous y avez joué, mais j'ai l'impression que c'est un peu ça, chaque front, chaque nouvelle unité ramenait parfois une petite mécanique en plus. Et donc après la question c'est de savoir est-ce qu'on reste dans un truc asymétrique et par exemple une faction a des transports ou une faction a des barrages d'artillerie et pas l'autre, enfin tu vois. Moi je trouve que c'est cool justement. Après c'est vrai que plus tu introduis d'unités généralement plus ça lisse un peu le niveau et les factions ont un peu accès au même truc. Mais en tout cas je sais pas ce que t'en penses, que tu aimerais toi voir, mais j'ai un peu l'impression que niveau Star Wars on a du contenu à se mettre sous la dent pendant un moment si la bataille de Hoth marche. Ah ben oui, c'est clair que s'ils veulent sortir des extensions ou des variations, franchement, c'est infini. Hein. Très honnêtement, ils peuvent se faire plaisir. Et d'ailleurs, rien que pour pimper le plateau, il me semble qu'on a vu qu'ils avaient déjà des... Oui, ils ont fait des versions 3D de certains tokens et de certains hexagones. Ouais. Certains décors. Et en fait, je pense que si vous êtes un petit peu motivé, en fait, vous pouvez crafter vous-même votre propre truc alternatif, quoi. Ouais, de ouf. C'est peut-être ce qu'on va faire. Moi, j'attends en tout cas de voir où ça va, la bataille de Hoth. Mais je me dis que ça peut être un très bon exercice parce que le système, justement, est simple à prendre en main et simple à adapter. Pour justement faire un peu de game design, tester des nouveaux trucs. Tu vois, typiquement, je pense qu'une fois qu'on aura fait le tour des scénarios, on ne sera pas encore à l'extension de la bataille de Hoth ou au nouveau jeu, mais on pourra très bien se dire, ah bah tiens, on rajoute cette capacité de transport, comment ça fonctionne, est-ce que c'est une carte, est-ce que c'est une capacité sur le véhicule, etc. etc. Mais je pense que ça peut être un très bon exercice. En tout cas, vous l'aurez compris, c'est un jeu qui est bien, c'est un jeu qui, je pense, est cool en lui-même, fun, assez addictif, rapide. C'est un jeu qui est aussi très cool, je trouve, pour
initier les gens. C'est pour ça que je voulais que Phobos vienne vous en parler aussi, parce que c'est un peu mon témoin, justement, de l'intérêt de ce jeu pour des gens qui sont moins versés au wargame de manière générale, voire même aux jeux de société. Ça se trouve, en fait, les jeux de société, moi je sais que je suis un peu comme toi, il y a beaucoup de trucs dans lesquels j'ai du mal à me projeter. Par contre, le wargame, j'adore. Donc là, la rencontre entre les deux, ça fonctionne très bien sur moi aussi. Et enfin, puisqu'on s'adresse à un public de Landridos qui peuvent être un peu lassés peut-être du jeu compétitif ou de cette, équilibrage à outrance qu'on a à Warhammer 40 000, Age of Sigmar et ses dérivés, du coup, c'est un jeu qui joue avec des scénarios asymétriques, qui vous propose de la manœuvre, des retraites. C'est un truc tout con, mais c'est un truc qui n'existe plus à Warhammer, mais qui a existé. Le fait que les unités doivent repartir en retraite et tout, ça pimente vachement les scénarios, ça raconte des histoires, c'est super rigolo quand vous prenez, par exemple, au lieu de 3 pertes, vous prenez 3 retraites d'un coup, et vous êtes de nouveau dans vos lignes, et après vous revenez le tour suivant avec cette même unité qui fait un coup d'éclat, les mecs se sont ressaisis. Enfin, je trouve que malgré la taille du plateau et son aspect, on va dire, trompeur, on peut se dire, tiens, ça va être très simple, je vais pas forcément vivre de grandes histoires, des grands coups d'éclat, etc. Et ben, j'ai trouvé tout ce qui me manque un peu à Warhammer 40 000 dans la bataille de Hoth. Et donc, je vous incite à tester pour voir un petit peu si ça vous fait le même effet. Sachant que, comme je le disais précédemment, c'est pas un très gros investissement, puisque 50 €, c'est quasiment une boîte de Warhammer en fait aujourd'hui, peu importe sa taille, c'est un peu le prix moyen quoi je dirais, donc je vous incite à aller checker ça dans vos boutiques favorites, et si vous n'en avez pas à disposition, n'hésitez pas à passer sur My Hobby Place, puisque du coup maintenant on est partenaire de My Hobby Place, où vous pouvez choisir de reverser une partie de votre panier lorsque vous achetez sur le site, et ils vendent la bataille de Hoth en l'occurrence, donc ça c'est plutôt cool. Ils n'ont pas énormément de jeux de société, je ne pense pas, mais ils ont bien compris l'incompétence que pouvait avoir ce produit avec des Warhammer ou des Star Wars Legion, puisque va falloir qu'on se mette à Star Wars Legion. Si en fait t'aimes bien les wargames quand il y a du Star Wars, moi je vais en acheter, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Un petit mot pour la fin avant de nous quitter, Phobos ? Ben non, mais merci de m'avoir invité à parler de ça, et à bientôt, j'espère, pour de nouveaux avis de noob sur toujours plus de wargames. Et ben écoute, ça peut être l'occasion de parler notamment de ces nouveaux jeux, parce qu'au moins on aura cette perspective. Star Wars Legion, tu vois, je découvrirai en même temps que toi par exemple. Là on a du Trench Crusade, à Noël j'ai eu Bolt Action, un starter set de Bolt Action, mes parents m'ont acheté ça, donc je suis très 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 excité par cette année 2026 et ce qu'elle va me permettre d'explorer en termes de jeux. Donc voilà, je vous donne rendez-vous pour d'autres épisodes dans cette lignée. Bien sûr, le prochain épisode sera consacré à Warhammer 40 000 et plus spécifiquement aux cartes, au paquet de cartes qui nous servent d'objectif, puisque vous avez été nombreux à nous dire que c'était une bonne idée. C'est une idée qu'on a trouvée avec Raph lors du dernier épisode, donc on va se mettre dessus. Je vais exhumer ces cartes-là. N'oubliez pas que pour nous soutenir, eh bien, il y a plein de moyens. Effectivement, My Hobby Place, comme je vous le disais tout à l'heure. Comment ça se passe ? Mais aussi, comment ça se passe ? Ouais, comment on fait ? Je veux te soutenir sur My Hobby Place. Et ben, en fait, t'achètes, et à la fin, quand tu fais ton check-out avec le panier, il y a une page où il te propose de reverser une partie de ton panier au créateur Warhammer Hobby de ton choix. Mais du coup, ça me coûte plus cher ? Non, ça coûte pas plus cher, puisque c'est 5% de ton panier, et ça te coûte pas plus cher. C'est juste, voilà, il nous reverse parce que on fait un peu de promo en échange, voilà. Waouh! T'as vu, c'est bien fait. C'est incroyable. Merci pour du coup le petit topo. Sinon, il y a un lien affilié qui vous permet de faire ça de manière un peu plus automatique, que vous retrouvez dans la description de ce podcast sur YouTube et que vous retrouvez un peu partout sur nos réseaux. Mais même si vous ne le trouvez pas, vous inquiétez pas, comme Phobos nous permet de le rappeler, et ben vous avez une petite page qui est dédiée à ça sur My Hobby Place, parce que le site est bien fait et on les remercie de ce partenariat. De même qu'on vous incite à passer sur le Tipeee si vous voulez nous soutenir, et si après les fêtes vous avez dépensé beaucoup en chocolat, en foie gras, en huîtres, en cadeaux, que sais-je, ou simplement en essence et en train, parce que voilà, se déplacer c'est compliqué, et bien je vous incite simplement à partager cet épisode et à faire connaître le Landrider autour de vous, à nous rejoindre sur les réseaux sociaux et sur Discord, parce que ça aide aussi énormément, et là pour le coup ça ne vous coûte que quelques minutes. Que la force soit avec vous, encore une excellente année 2026, et à bientôt pour un nouvel épisode. Bisous. À bientôt. À bientôt. Bonus Trax.